bonjour. On va reprendre donc un travail du dimanche un peu spécial vu l'actualité du week-end, de l'actualité internationale. Donc on va se concentrer sur le calendrier économique. On va sauter un petit peu la partie macro de marché parce que finalement ce sera décorrélé avec ce qui se passe dans le week-end, ce qui s'est passé dans le week-end. Et on ira directement un peu plus vers les graphiques. Donc, cette semaine, à prendre en compte, donc dès demain, lundi 2 mars, donc déjà on change de mois, hein, début du mois de mars, et le mois de mars, c'est le dernier mois de ce premier trimestre déjà, donc le 15 du mois de mars, hein, d'ici 15 jours, on aura un rollover aussi sur notre graphique à prendre en compte. Donc voilà, donc lundi 2 mars, 15h45, PMI manufacturier. Bon, on sait que les États-Unis, c'est pas vraiment un pays manufacturier, mais c'est intéressant surtout que c'est quand même le projet de Trump de renforcer l'industrie manufacturière du pays. 16h, on va avoir l'ISM manufacturier, notamment la donnée emploi qui va être la plus regardée et la plus suivie donc de cet indice ISM, puisque on sait que la Fed a un double mandat, emploi et inflation. Donc, on va avoir après 17h30 le GDP de la Fed d'Atlanta. On peut se marquer donc 17h30 GDP Fed Atlanta. Et ce sera tout pour lundi, normalement, voilà. Mardi, on va revenir avec le Redbook des ventes au détail. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, qui travaillent un peu plus déjà le travail des cartes en amont avant qu'on le fasse le dimanche tous ensemble. 15h55, le discours de Williams. Donc du coup, 15h55, Williams. Et on aura donc après pas grand chose. Hop, et Kashkari à 17h45, Kashkari qui est souvent écouté, notamment sur l'emploi. Donc c'est intéressant de savoir ce qu'il pense un petit peu du contexte de l'emploi américain. Kashkari qui a un effet. Et on sera donc au 4 mars, on avance au 4 mars, le taux hypothécaire 30 ans. Vous savez que je le regarde chaque semaine, un petit peu pour se donner une guidance des taux. Tiens, que l'on pourra regarder après aussi un petit peu. Demande de prêt, ok. PMI service 15h45 en séance. Donc après l'ouverture, 15 minutes après l'ouverture seulement. Les PMI service, toujours une importance parce que les PMI service, 75% du PIB américain dépend des services. Donc forcément, une importance assez marquée, bien plus en tout cas que les PMI manufacturiers de lundi. Donc, PMI service, 15h45, 16h, on va avoir donc du coup l'ISM non manufacturier cette fois-ci, hein, donc pour les entreprises plutôt du secteur des services. Voilà pour mercredi, ce sera tout. Le beige book de la fête, bien sûr, à 20h, on peut se le marquer. Donc c'est pas ça twiste pas hein, sur le beige book, mais puisque on n'a pas grand chose normalement à apprendre, mais sait-on jamais, il faut toujours quand même le noter. Donc 13h30, les suppressions d'emplois challenger, mais surtout 14h30, le chômage, le coût de la main-d'œuvre. Il doit y avoir le PIB, il me semble aussi, une projection du PIB, le taux de chômage, exportation, importation. C'était une projection du taux de chômage alors. Productivité, indice des prix, coût unitaire. Ah non, c'est ça, c'était que le chômage. Donc tous les chiffres du chômage, 14h30, comme d'habitude, tous les jeudis. Jeudi 14h30, inscription hebdomadaire au chômage, vous pouvez vous mettre en gros 14h30 chômage. Ce sera tout, 19h15, Bowman qui va parler. Et le truc commande à l'industrie, non? Ça compte pas, ça? Avec 16h? Oh, C'est une question, c'est pour la prochaine fois. noyé dans la
bougie de 16 heures. Honnêtement, on sera complètement noyé dans la bougie de 16 heures. C'est pas elle qui Donc, va influencer celle de 16 heures. pas du tout. Non. D'accord. Merci. Oui, elle peut influencer la bougie de 16 heures, mais ça influencera pas la journée en tout cas. D'accord. La prochaine fois, je ne le mettrai pas. Merci. Et vendredi, donc vendredi 13h30, les ventes au détail. Et aussi les soldes des réserves auprès de la Fed, ça compte pas ça non plus? Parce que c'est à 21h30. Le jeudi, C'est ça que je non. demande. Bilan, là, non. Non? Merci. Là, c'est le bilan de la Fed, c'est savoir s'il descend ou s'il monte. Normalement, on sait que la Fed est plutôt, elle était sur une réduction du bilan. Donc là, normalement, elle Non, doit je parle pas réduire du tout en bilan, hein, je injectant. parle de avant le bilan, Oui, le mais solde des réserves. le solde des réserves, c'est le solde qui leur reste. Et le bilan, c'est les investissements en cours. Donc, D'accord. c'est là un peu lié les deux, l'un à OK. l'autre. Hein. D'accord. Donc, bon, normalement, ça ne surprendra pas le marché. On sait très bien qu'on est dans une tendance. Powell, il nous l'avait dit. Donc, voilà. D'accord, Ah ben, le merci. taux de chômage, voilà, il sort le vendredi. Merci. Donc, 13h30, vente au détail. Après, c'est pas grave, il vaut mieux que tu t'en sois marqué plus que pas assez. Hein. Mmh. Les ventes au détail à 13h30, vendredi. Bon, ce sera tôt. 14h30, création d'emplois. 14h30 surtout, le taux de chômage. Je savais qu'il guettait cette semaine. Donc ça, c'est le taux de chômage de février, le salaire moyen. Donc pareil, hein, beaucoup de chiffres sur l'emploi, vous voyez. Hein, énormément de chiffres sur les données du travail. Et ce sera tout. Voilà, ce sera tout pour vendredi. Donc vendredi, c'est un cocktail emploi. Donc, on va regarder un petit peu le calendrier des résultats des entreprises. On n'a pas normalement d'entreprise. Bon, on a Broadcom, quand même, on peut se le marquer, le mercredi 4 mars. Comment tu as fait pour Mercredi avoir 4. que les Américains, là, s'il te plaît? C'est parce que C'est arrivé, moi. ici, tu vas afficher les filtres, pays, Ah et d'accord, tu OK, peux merci. changer, mais moi, c'est d'office, c'est enregistré. C'est ce que je vois, Donc, ouais. Broadcom, vous pouvez vous le marquer le 4 mars, Broadcom. Donc, mercredi 4 mars, mais ce sera post-market, hein, donc bon, ce sera toujours intéressant de le surveiller, surtout jeudi à l'ouverture, du coup. Hein. Souvenez-vous de Nvidia, hein, jeudi à l'ouverture. Voilà. Ok, on est bon là-dessus. Tiens, je voulais voir le 10 ans américain. Regardez le 10 ans américain, on va regarder un petit peu. Regardez ce rendement du 10 ans américain qui descend, hein, qui baisse depuis quelques temps. Donc, c'est quand même quelque chose de bon. Il n'y a que, bien sûr, vendredi soir, juste à la clôture, où il y a eu, vous voyez, un regain de tout ce qui avait été perdu sur la journée, hein, presque, quasiment, mais bon, peu importe. En tout cas, vous voyez que sur un mois, sur une semaine, on perd 3% quand même, et sur un mois, on perd 6%. Donc, c'est quand même un rendement du 10 ans américain qui est vraiment dans le bon sens. Hein, en daily, regardez comme on est passé de 4,30 à peu près début février. Fin février, on est passé de 4,30 à 4, un peu moins de 4, 3,95. Donc, ça nous montre quoi? Ça nous montre quand même une certaine résilience déjà de l'économie américaine et une envie, une demande de prêter à l'État américain plutôt que d'investir dans l'action. Et donc souvent, souvenez-vous que quand on regarde le 10 ans américain, les taux d'intérêt de prêt au gouvernement, souvent, ça veut dire que si on prête sur le mois de février, du moins, aux Américains, ça veut dire notamment que si le 10 ans baisse, le marché, lui, doit baisser aussi. Et là, si on regardez, on a démarré le 3 février à 26 000 et on est à 25 000. Donc, on a bien eu un marché, en ayant touché des points bas, hein, 24 250, on a bien eu un marché boursier aussi plutôt baissier sur ce mois de février. Hein, on a eu un marché qui a baissé sur ce mois de février
et donc du coup un intérêt d'État aussi qui a baissé, des obligations d'État à 10 ans qui ont baissé. Donc c'est bien, on est dans une logique boursière logique tout simplement. Et donc tout simplement, ça veut dire que on préfère prêter à l'État américain que s'exposer en achetant des actions. Donc c'est en ça qu'il faut retenir. Pour le graphique et ce qui se passe sur l'Iran et sur le Moyen-Orient. Qu'est-ce qui peut se passer? On n'a pas de chiffres réellement clés, très déterminants ou très importants pour le marché cette semaine. Dès demain, je pense qu'à l'ouverture, on peut avoir un gap forcément plutôt baissier sur le marché, mais qui ne soit pas non plus un gap de panique. D'accord. Pourquoi? Parce que déjà est annoncée la mort du chef suprême iranien. Donc, quelque part, on est déjà quelque part dans un objectif de conflit presque atteint pour les Américains. Donc, ce qui fait qu'on pourrait avoir un décrochage peut-être de 2%, entre 1,60 2%, vous voyez, à peu près. Et ce qui pourrait nous ramener, si on fait de 25 000, si on enlève 2%, peut-être vers les 24 500, 24 450, où on voit que c'est une zone assez clé depuis le début de l'année. Le 17 février, on l'a touché, on a rebondi, et on l'avait touché ici aussi le 5 février pour rebondir. Donc les 25 500, c'est plutôt une zone normalement où on arrive à se maintenir. On pourrait revenir dessus, j'ai du mal à penser qu'on aille vraiment chercher les 250 et les casser, mais on pourrait revenir tester cette zone-là sous l'effet quand même d'un problème géopolitique mondial. En quoi c'est un problème géopolitique mondial? C'est que surtout, déjà le pétrole. Attendez, je vous enlève ça. Surtout déjà, le pétrole va flamber, hein, forcément, puisque on va avoir un des pays du Moyen-Orient qui rentre en guerre, et pas un des plus petits. Mais en plus de ça, dans sa riposte, un pays qui est venu perturber un petit peu chaque pays du Moyen-Orient qui sont considérés, ou que du moins l'Iran lui-même considère alliés, et donc venir attaquer ces pays-là, alliés des Américains, pour venir les attaquer. Et comme c'est beaucoup des pays producteurs de pétrole, il y a quand même vraiment une zone là géographique qui est très perturbée. Le On va détroit avoir, d'Ormuz. on va avoir en plus, voilà, le détroit d'Ormuz qui va être bloqué, et donc c'est par là où que circule quasiment une énorme partie des marchandises dans le monde. Donc forcément, ça veut dire possibilité, si le conflit s'ancre dans le temps, de pénurie de produits, et donc possibilité de retour d'inflation. Retour d'inflation, c'est quelque chose, même si c'est un retour d'inflation géopolitique plus que structurel, économique, en tout cas, reste que c'est un retour d'inflation, et c'est pas une bonne nouvelle pour les marchés, puisque c'est pas une bonne nouvelle pour les banques centrales de chaque pays de l'Occident. Donc, ce qui va être jugé positif par les marchés dès, je pense, l'ouverture et dès lundi, c'est que finalement, le chef suprême iranien soit déjà, si on peut dire, hein, si on peut le formuler comme ça, soit déjà abattu, puisque ça permet que le conflit, en tout cas du moins, les Iraniens devront se structurer dans leur intérieur politique, mettre en place que le prochain, et donc forcément c'est toujours plus marquant quand le leader opposé finalement meurt dès les premiers conflits, que quand il arrive à se maintenir. Donc ça, le marché va quand même le saluer, parce que ça montre aussi dans le secteur la force de frappe assez rapide, la puissance, hein, même américaine, de manière assez rapide.
Donc, nous, ce qu'on pourra avoir au graphique, je pense, c'est ce que je m'attends pas à un vent de panique, je m'attends plutôt à un retour sur cette zone-là, les 24 500. On devrait pouvoir revenir dessus. Les Iraniens ne peuvent pas envoyer un missile sur Washington, hein, donc on n'en est pas non plus à une guerre dangereuse pour les États-Unis. Toutefois, il y a quand même là des premiers morts américains, donc c'est pas un bon message pour les Américains et pour Donald Trump. Ça peut ne pas trop plaire non plus au marché. Comme disait Michel en préambule, les pays du BRICS détiennent quand même pas mal de dettes américaines. On voit que le 10 ans américain a plutôt bien baissé. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt pour eux d'être vendeurs de la dette américaine et, et faire monter le taux américain? Dans quelle proportion ils pourraient le faire et pour quel enjeu? Voilà, là, honnêtement, j'imagine très très mal la Chine sortir une arme aussi lourde que l'endettement pour pouvoir perturber les Américains, quand on sait que quand même les Chinois ont été attaqués par Trump au niveau des tarifs douaniers et n'ont pas sorti cette arme-là. Donc sortir cette arme-là pour un pays allié alors qu'ils l'ont même pas utilisée quand c'est eux qui étaient entre guillemets attaqués économiquement. Je les imagine mal le faire pour l'Iran, qui n'est pas en plus un allié non plus majeur du bloc Mmh. de la Chine ou du bloc chinois. Parce que là, si le pétrole augmente, ça arrange les Russes. C'est ça qui est pas très Ouais, cohérent. exactement. Pourquoi c'est pas cohérent? Parce que les Américains, ils ont pas besoin d'un pétrole haut, ils ont besoin de 60-80 dollars, un truc comme ça. Les Américains, leur intérêt, c'est pas du pétrole. Là, leur intérêt, il est pas lié au pétrole sur l'action qu'ils sont en train de mener en Iran. Donc, du coup, chacun peut y voir aussi un intérêt. C'est pour ça que j'imagine mal, honnêtement, les Russes, que ce soit les Russes ou les Russes qui ont d'ailleurs d'autres chats à fouetter, Mmh. et les Chinois se mêler Les Chinois, c'est leur de pétrole, ça. le pétrole iranien. Après, Oui, je pense pas non plus mais qu'ils mettent des gens, mais bon, enfin. c'est leur pétrole, Oui, oui, ça n'empêchera pas que leur pétrole soit livré. C'est ouais. Mmh. et puis, donc bon, j'imagine vraiment mal, qu'il y ait quoi que ce soit qui change. Je pense qu'en plus, voilà, à partir du moment où Ali Khamenei là, Khamenei, il est décédé, je vois mal comment ils vont pouvoir rester, trop longtemps dans la lutte, hein. Donc voilà, donc en tout cas, reste qu'il y a ce point d'interrogation de savoir ce qui peut se passer sur le marché. C'est ça, nous, qui nous intéresse. Ouais. Et donc, parce que pourquoi il ne devrait pas y avoir de vent de panique? Ça reste que, si on peut dire que l'Iran, c'est pas les États-Unis, ils n'ont pas bombardé non plus un pays, voilà, ils n'ont pas bombardé la Chine, hein, justement, par exemple, si on en parle. Et que le Nasdaq n'est pas directement impliqué dans ce genre de conflit, n'est pas directement exposé à ce genre de conflit. C'est-à-dire que vous imaginez bien que l'Iran n'est pas la première destination d'échange commercial pour les GAFAM. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, c'est pas un marché important. L'Iran lui-même ne fournit pas, que ce soit des puces, des pièces, des choses importantes à, euh, à ces sociétés-là. Donc le Nasdaq, lui, il est quasiment pas exposé, hein. Là, le Nasdaq, il va bouger par plus par changement, par mise en protection, on va dire, pour se dire, bon, ben, ok, si on craint une montée de la violence, une montée du conflit, eh ben, tant qu'à faire, il vaut mieux qu'on commence déjà à se replier progressivement des titres, mais on va pas avoir une grosse poussée, sachant que
Qu'est-ce qui pourrait amener une grosse baisse sur les titres actions? Ce serait justement que par rapport, quand nous on parle de la possibilité, l'éventualité, le fantasme, hein, j'ai presque envie de dire que peuvent avoir certains, d'imaginer que le bloc des BRICS puisse réagir en bloc face aux Américains et pour aider l'Iran, la meilleure arme, ce soit les bons du trésor américain. S'ils se mettent à vendre de manière assez importante les bons du trésor américain, la réponse des marchés, ce serait de vendre les actions pour acheter les bons du trésor américain. Parce que si on se retrouve avec un bon du trésor américain, ne serait-ce que quand on le voit là, qui passe de 4,30 à 4, imaginez si demain il est à 4,70 ou à 4,60. Ben forcément, il y aurait énormément de smart money qui seraient intéressés pour sortir l'argent des actions et acheter du titre du bon du trésor américain sur ces taux-là. Donc, pour eux, ça serait bien, en fait. Ah ben non, ce serait pas bien, mais pour la bourse baisserait, puisque du coup, ben, si tu as 1 million de dollars à placer, est-ce que tu les places dans le Nasdaq, dans un conflit, avec des conflits armés et potentiellement une escalade de la violence et des pays qui du coup se mettent à faire bloc ensemble et mettre en péril ou mettre en danger économiquement l'Amérique, ou est-ce que tu te dis, bah, du coup, autant que je prête cet argent à l'Amérique pour faire face, étant la première puissance mondiale, pour faire face à ces pays-là. Si on te dit que le rendement, il est à 4,70, tu vas te mettre sur l'Amérique. Bien sûr. Donc, le taux américain ne peut pas passer à 6% demain. Sinon, ça voudrait dire que la vente de bons du trésor est massive par les BRICS. Et là, c'est une artillerie lourde qui serait sortie. Ce ne serait pas une petite artillerie. Et s'ils sortent l'artillerie lourde, là, l'escalade, elle n'est pas elle n'est pas petite, elle serait démesurée en réponse d'un conflit au Moyen-Orient. Je veux dire, le Moyen-Orient, malheureusement, c'est la partie du monde où il y a toujours des conflits. Donc, bon, nous, on est bien lotis, on est né au bon endroit, j'ai envie de dire, hein, malheureusement pour ces personnes-là. Mais voilà, ça reste qu'il y a plus de conflits dans le Moyen-Orient que par chez nous, malheureusement pour eux. Donc, il n'y a rien de nouveau quasiment hein, dans les acteurs, dans les protagonistes de ces guerres-là. Les pays qui font les guerres dans ce secteur-là, c'est toujours un peu les mêmes. Hein, l'Amérique, l'Israël, l'Iran, la Palestine, voilà, l'Irak, toujours les mêmes zones de conflit, l'Afghanistan, etc. Donc, comme il n'y a rien de nouveau, le marché va plus se mettre en position, ok, on fait un peu la tortue, on se replie un petit peu, mais sans effet de panique non plus. Et puis peut-être que je pense qu'on est plus sur une guerre, comme on dit, une guerre presque spectacle qu'une vraie guerre au sens propre du terme. À mon sens, dans 15 jours, c'est réglé et tout se sera recalmé. Surtout que ça y est, ils ont déjà eu le chef. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent de mieux? Je vois pas. J'imagine mal les Américains envoyer 200 000 hommes ou je ne sais combien de soldats sur le sol iranien, essayer de récupérer le pouvoir. Ce n'est pas du tout normalement l'objectif de l'intervention. Hein. Donc voilà, c'est un peu. Donc, ce qui pourrait se passer lundi, c'est qu'on revienne sur les 24 500. On n'a pas de news non plus majeure pour faire un inverse et que finalement, progressivement, ben, vous voyez, un peu comme quand on est venu sur ces zones-là, eh ben, au lieu de ranger plutôt sur le haut ici de la boîte, entre 25 000 en point bas et 25 500, on va dire, en point haut ici, eh ben, on re-range finalement sur le bas ici, comme ça, hein, on revienne dans le bas du range, tout simplement. Donc, qu'on vienne tester les 25 500 et qu'après, on soit plutôt entre 650 et finalement 800 dans le 850 dans le range. Voilà. C'est ce qui devrait un peu se passer, j'ai envie de dire, toute la semaine.
hein, il y a aucune news majeure qui devrait nous permettre de casser ce range-là, sauf bien sûr escalade dans le conflit. Et j'imagine mal casser par le haut, j'imagine bien sûr encore moins casser par le haut le marché dans un tel contexte géopolitique, par contre, d'accord? Parce que autant, comme on dit, le Nasdaq n'est pas directement exposé, pas directement, mais autant quand même le monde est exposé. Donc, si il doit y avoir conflit géopolitique qui monte un petit peu crescendo, il y a plus de chances que l'on baisse plutôt que l'on monte et qu'on aille casser une zone qu'on n'arrivait pas à casser. Et même si ça se calme quelque part, le marché pourrait revenir plutôt dans ce range ici, vous voyez, dans ce range-là, un peu sur le haut du range, plutôt que de venir casser le haut du range ici, parce qu'il y a pour lui, ça restera, même si le conflit se calme, ça restera pas une excellente nouvelle, ça restera pas une bonne nouvelle, quoi. Je veux dire, ça restera, ben, on revient au monde de avant les bombardements, si on peut dire, hein, et même si demain, celui qui, sans faire de politique ou de géopolitique, mais même si demain, le chat qui avait été chassé par les Occidentaux maintenant semble être le nouveau allié des Occidentaux qu'on souhaiterait voir au pouvoir, même s'il doit récupérer le pays, bon, bah, je sais pas, on n'aura pas, nous, la sensation sur les marchés ou nous, entreprises occidentales, que la face du monde est changée, d'avoir le chat au pouvoir en Iran, plutôt que bah, qu'est-ce que ça changerait honnêtement à notre vie occidentale. Ils ont des richesses, ils ont du pétrole, ils ont beaucoup de terres rares, des machins comme ça Mais quand bon, même. vu qu'ils l'ont pour eux et qu'ils nous le partagent pas, Ouais. Mais si voilà. tu mets un mec comme le chat, c'est ton toutou. Le chat, il a rien à voir avec l'Iran, c'est Oui. le toutou des Américains et des machins. Bon, ça, c'est Oui, autre chose. oui, Je vous laisse c'est autre parler. chose, mais même si c'est le cas, il va pas faire l'Amérique est la première puissance mondiale, il va pas c'est pas grâce à l'Iran ou c'est pas avec l'Iran ou sans l'Iran qu'elle le sera, quoi. C'est ce que Oui, je veux dire. C'est mmh, même sans l'Iran, elle sera première puissance mondiale, ça changera rien oui, oui, à oui. nous, D'accord. entreprises boursières. Donc le marché ne s'emballera pas, même si la guerre s'arrête, ce ne sera pas une nouvelle qui nous Mmh. permet de Pour vous, casser ça les plus change hauts. rien. En Ouais, fait, voilà, ce d'accord. sera pas, c'est pas Xi Jinping et Trump se tapent dans la main et sont contents et ils ont trouvé un arrangement et il n'y a plus de droits de douane sur les produits chinois. Je peux vous dire que on est directement là à 26 000 points dans l'heure qui suit. Là, voilà, le chat d'Iran se tape dans la main avec Trump. Bon, bah ok, on ira sur le haut du range, quoi. On n'ira pas. Voilà. Donc, il ne faut pas donner une c'est jamais plaisant de voir des bombardements, etc. Mais il ne faut pas donner un aspect trop grand à un si petit conflit finalement Mmh. dans le monde. Voilà. Donc, du coup, j'imagine qu'on pourrait aller à 24 500, mais je nous vois mal les casser, 24 450 certainement, vous voyez, plus bas de la semaine précédente, et que on revienne plutôt, vous voyez, sur le plus bas, ben justement, qui sera le plus bas de la semaine précédente, et qu'on range plutôt entre 24 650 et 24 800, 850. Ça devrait être notre range. Vous voyez que finalement, le Nasdaq range depuis maintenant un bon moment, hein. Vous voyez, depuis novembre, là, on a eu des tentatives de percer par le haut du range, mais on a, regardez, si on se le met en journalier, on a quand même hein, une belle phase de range. Hein, vous voyez, comme on est vraiment. Alors, on a à force de travailler le range par le haut, on n'a pas réussi, on finit par le travailler plutôt par le bas. OK, on n'arrive pas à franchir, on revient, mais on est vraiment quand même dans une grosse zone de range là, de 1000 points, on va dire, OK, ce qui est beaucoup, hein, 2000 points en soi si on est exposé. Mais même en intraday, on est vraiment sur des zones, des fois, beaucoup plus petites, de plutôt 150-200 points, avec des variations en journée qui peuvent être intéressantes. Donc, tant mieux pour nous, c'est sain, souvenez-vous, c'est ce qu'on se dit aussi, hein, c'est que c'est sain pour le marché, c'est bon pour le marché parce que ça permet d'écraser aussi
c'est PE forward, hein, comment on appelle ça, c'est PE le prix sur les bénéfices qui ça permet de le tasser, de le lisser sur la durée et progressivement, voilà, peut-être avant d'avoir une nouvelle impulsion, si on doit en avoir une cette année. Donc, on va se marquer ça. Hop, lundi, ouverture. Alors, après, peut-être j'ai tort, hein, mais 24 500, je ne pense pas qu'il y ait un effet de panique, d'accord? Donc, une petite baisse plutôt sécuritaire, on se protège, 24 500. Puis, retour sur 24 650, ce serait très bien pour nous parce que ça veut dire, moi, ce que je pense, c'est un marché qui ouvre autour des 24 500, 24 450 et qui, en fait, finalement, en séance, remonte sur les 24 650, donc plutôt une séance haussière pour nous, même si le marché, lui, sera rouge, puisqu'on partira de 25 000. Donc, si on est à 24 650, on est sur un marché baissier, mais avec une séance, en fait, qui fait que monter. Donc, voilà, 24, puis retour sur 24 650. Mardi ou mercredi, donc, du coup, 24 850, OK. Voilà. Si les chiffres du chômage jeudi sont bons, selon chômage, peut-être toucher 25 000. OK. Sinon, ben, rester dans ce range. Voilà. OK. Bien sûr, si pas de choses folles dans la géopolitique, hein, attention, hein, c'est sûr que si, je vous dis n'importe quoi, l'Arabie Saoudite se met à rentrer dans un conflit armé ou j'en sais rien, ou l'Iran se met vraiment à tuer un chef d'État des Émirats, un truc qui pourrait vraiment chambouler le monde géopolitique. Bien sûr que là, on n'est pas à l'abri que le marché décroche. Et Oui, bon, un porte-avions, tu vois. ouais, où ils arrivent à toucher un porte-avions américain, et ça pourrait laisser penser qu'on rentre dans un conflit plus profond d'une réelle guerre Amérique-Iran où des hommes sont mobilisés et investis. Et donc, peut-être là, le marché voudra se couvrir. Et en fait, dans ce cas-là, il faudra faire attention parce qu'on aura un passage ici, et un autre passage ici, on sera sur le troisième passage du plus bas, là, de 24 250, et on pourrait très très vite revenir sur 24 000, bien sûr, dans l'effet un peu plus de stress, un peu plus négatif. Mais pour l'instant, voilà, j'ai du mal à imaginer que le conflit s'ancre dans la durée comme ça. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit réellement voulu, en tout cas par les Américains, que ce soit leur choix. Voilà. De toute façon, ils ont en plus sur place quelqu'un qui s'ancre dans le conflit pour un moment. Ils utilisent quand même, c'est pas un secret de polichinelle de savoir qu'ils utilisent l'Israël pour ça. Donc peut-être ils armeront Israël. Israël fera le travail, si on peut dire, hein, on peut appeler ça du travail. Ira au conflit sur la durée, mais eux, ils ne seront pas exposés de la même façon, quoi. En tout cas, voilà. Voilà, c'est un peu dur de faire plus, désolé, mais quelque part, c'est l'ouverture déjà qui nous dira où c'est qu'on en est. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un qui écrit. C'est clair, parfait. Hop. C'est OK. Bon, ben OK. Si c'est OK, c'était. On m'a demandé dans la semaine qu'est-ce que c'était l'indice PMI. Donc, l'indice PMI, c'est un peu, pour vous donner la réponse, hein, c'est un peu un indice, c'est un peu un baromètre qui estime un petit peu la vie de l'économie, la vitalité de l'économie d'un pays, enfin de l'économie. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est des enquêtes qui sont faites auprès des
achats, de services achats des plus grosses compagnies, hein, bien sûr. Ils ne me demandent pas à moi mon avis. Ils demandent aux grosses compagnies, dans les services achats, quel est leur sentiment. Est-ce qu'ils se sentent plutôt avec... voilà, bien sûr, si on a un bon sentiment, ben, c'est qu'on considère, on va plutôt penser que celui qui est au service achat, il a un bon sentiment quand ben, il a de la demande à satisfaire et donc qu'il est dans une bonne dynamique au niveau de ses achats pour les clients. Et si on est plutôt dans le mauvais sentiment, c'est qu'on va considérer qu'il y a moins de demandes et que donc ils ont un peu le moral en berne. Et donc, de ça, on en fait un chiffre. Si le chiffre il est sur 50, bah, c'est qu'on est moyen, c'est dans la moyenne. Si on est au-dessus de 50, c'est qu'on est positif. Et si on est en dessous de 50, c'est qu'on est négatif. Plus on va être au-dessus de 50, plus on va être positif. Plus on va être en dessous, plus on va être négatif. Donc, c'est vraiment la vitalité d'une économie parce que c'est directement lié aux commandes des services achats des entreprises. Voilà pour la réponse sur les PMI qui est un peu différente de l'ISM où on est plutôt sur l'indice des suppliers, en fait, hein, de la fourniture que de l'indice des achats. Voilà ce qui les différencie. Bon, ben donc du coup, merci à tous. On verra ce soir minuit s'il y en a qui sont debout ou c'est qu'on ouvre. Peut-être pas tout de suite vers les 500. Les Européens devront intervenir aussi à 9 h demain matin. Et on verra à 15h30. Ne sautez pas tête baissée dans la mêlée, s'il vous plaît, Michel, Jean-Luc, qui n'est pas là. Non, mais la dernière fois, on avait dit attention, le marché peut venir jusqu'à tel point et rebondir. Il y a toi et Jean-Luc, vous avez sauté dans la mêlée sur ce point-là. Il est allé 25 plus bas, il me semble, ou un peu plus. Et après, pouf, il est reparti en bouchon de champagne sur les plus hauts, comme on l'avait vu. Sauf que vous deux, vous aviez pris un sel dès la première minute, alors qu'il faisait exactement ce qu'on avait prévu. Mais comment le prévoir à 10 points près? Il est arrivé de 75 points au-dessus. Je m'en souviens. Mais il fallait quand même. Sur la zone. Donc, c'est notre plan, mais il faut quelque part, des fois, il faut attendre que le plan se passe pour se dire que notre plan, c'était le bon. On ne peut pas foncer tête baissée. Et quand on est en train de voir qu'il est en train de se dérouler, là, on saisit l'opportunité. Voilà à tous, merci. Et du coup, ben, à demain pour le live. Merci à tous. Bisous, bisous. Ciao. Ciao. Ciao.